podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, messieurs. Bon matin. Yes. Hey, on est très choyés ce matin d'avoir un invité qui est dans l'actualité ces temps-ci. Peut-être vous reconnaissez peut-être pas sa face, mais vous allez sûrement reconnaître le dit produit numérique derrière l'homme qui est Antoine Routier. Alors, bon matin, Antoine Routier. Merci d'être là avec nous autres un matin. Salut Simon, ça fait plaisir. Yes. Antoine, dans le fond, est fondateur, cofondateur. Comment qu'on nomme ça, Antoine? De quoi, mon poste chez lui? Ouais. Ben écoute, je pense que c'est cofondateur, là. C'est un projet de groupe, là. On est 3 là-dedans. Cool. On y va en cofondateur. Fait que Antoine a pris le temps avec nous ce matin de venir un peu présenter le projet parce qu'on entend énormément parler de Yubi qui est en train de faire une certaine révolution dans le domaine de l'immobilier au Québec. Comme Joe et moi, on traite beaucoup de tech et d'impact sur la société. Ça se voulait de quoi de très, très à propos ce matin de jaser avec toi, Antoine. Fait que peut-être je starterais vite de même. Antoine, c'est quoi Yubi? Ça vient de où? Qu'est-ce que ça mange en hiver pour les gens qui savent rien de ce projet-là? J'ai combien de minutes pour raconter ça? En résumé, mettons. Ouais. OK. Ben, on pourrait peut-être faire ça vient de où tantôt, mais je peux commencer par c'est quoi exactement. Yubi, c'est une façon de donner au consommateur ou à la personne qui désire vendre sa propriété plus de choix puis de pouvoir dans sa transaction. Ce qui veut dire que la plateforme, il permet de voir tout ce qui est possible comme façon de faire pour vendre sa maison puis d'accéder aux différents professionnels qui désirent avoir dans sa transaction puis à la hauteur de ce qu'ils désirent avoir comme support. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qui existe dans le marché, on lui permet de commencer sa vente seule, on l'outille pour vendre seul, puis dès le moment où il désire avoir les services d'un courtier immobilier, puis je dis s'il le désire, parce que s'il n'en veut pas, il n'est pas obligé d'en prendre, il peut vendre sa maison tout seul sur notre plateforme, puis c'est 100% gratuit. La seule option payante, c'est une pancarte, s'il va y avoir une pancarte devant chez eux. Mais tout ça pour dire que partout à travers son parcours, il peut décider de prendre les services d'un courtier immobilier. Puis là, à ce moment-là, il va décrire au courtier immobilier où il est rendu dans sa transaction. Puis nous, on va demander à tous les courtiers immobiliers de son secteur qui travaillent avec nous de soumissionner pour finir sa vente. Fait que là, après ça, il va voir est-ce que je veux un courtier d'expérience qui coûte un peu plus cher? Est-ce que je veux un courtier qui est très présent chez nous et qui coûte plus cher? Ou je veux un courtier qui est moins cher? Puis là, il va avoir un beau tableau avec tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée. Puis là, c'est lui qui décide, je veux payer pas cher, je veux un courtier présent, je veux un courtier qui a de l'expérience. Puis de cette façon-là, puis non plus, il n'est pas obligé d'en prendre. Si finalement, il prend les soumissions, puis ça ne tente pas, il n'est pas obligé d'en prendre. Fait qu'on remet toutes les décisions dans le cours du client, on le met de l'avant, puis c'est lui qui gère sa transaction. Très cool. Écoute, le mot qui me vient en tête, puis je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un peu une espèce d'agrégateur du monde immobilier, c'est-à-dire que votre objectif vraiment, c'est de donner le choix. C'est des modèles qu'on a déjà vus peut-être entre autres dans le monde de l'assurance, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, de voir ça peut-être un peu appliqué au monde immobilier, je trouve ça intéressant. Ouais, puis tu sais, révolution, c'est un gros terme, là. C'est tous des trucs qui se font déjà dans le marché, mais il n'y avait pas de modèle d'affaires qui était basé là-dessus. Tu sais, tu peux vendre par toi-même, mais il faut que tu payes un fee upfront. Fait que là, tu as quand même un certain risque. Puis là, si tu veux un courtier, ben c'est dur de changer. Puis après ça, si tu décides de vendre avec un courtier, ben, tu sélectionnes un courtier, mais ils ont tout un pricing similaire, puis ils vont tout gérer de A à Z. Fait que, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y avait pas d'endroit où tu peux te dire, ben, je m'essaye par moi-même, puis si ça ne fonctionne pas, ben, je vais prendre un courtier immobilier. Puis en prenant un courtier immobilier, ça va être facile pour moi de toutes les comparer, puis de prendre une décision éclairée. Fait que d'être un peu un hybride entre 100% courtier ou formule un petit peu plus autonome, mais que tu pars dans l'autonomie puis tu y vas du début à la fin avec les services potentiels que le service peut te donner, puis ça s'arrête là. Alors que là, vous, dans le fond, vous pouvez permettre à l'utilisateur de crasher le modèle quand ça lui convient, s'il considère que hey, je pense que j'ai atteint mes limites personnelles, je pense que j'aurais besoin d'un courtier ou d'un professionnel pour des services XY, et à ce moment-là, il peut jumper. C'est ça. Puis tout ça dans le respect de la loi sur le courtage immobilier, parce que quand il rentre un courtier immobilier d'une transaction, lui, il est obligé de la gérer de A à Z puis s'assurer que l'information est bonne de A à Z. Fait que tu peux pas dire je veux un courtier juste pour des visites
ou je veux un courtier juste pour telle action. Quand le courtier il rentre dans ta transaction, il faut qu'il la fasse au complet. Cependant, s'il y a déjà des tâches à valeur ajoutée qui ont été abattues, comme une évaluation professionnelle, des photos professionnelles, des trucs comme ça, puis si tu es plus près de la clôture d'une vente, ben là, le courtier immobilier est en mesure de te charger moins cher parce qu'il y a moins de risques à prendre. Puis son argent est plus proche. Fait que, tu sais, c'est pour ça que dans notre façon de faire, on met le client de l'avant, puis on essaie de l'outiller à ce qu'il abatte des tâches à valeur ajoutée. Super intéressant. Puis, peut-être que tu vas pas pouvoir me répondre, puis c'est correct, mais est-ce qu'éventuellement, il va y avoir un genre de système de rating, tu sais, qui fait en sorte que, tu sais, dans le projet, je suis capable de choisir mon courtier en fonction des expériences que je vois que les autres ont vécues avec? Certainement. Ben, en fait, ce système-là est déjà en place, mais on n'a pas de rating d'envoyer. Puis nos premiers matchs ont été faits mardi ou mercredi. Fait que le premier match courtier-client là, ont été faits mardi ou mercredi. Okay. Et une fois la transaction clôturée, nous, on envoie des reviews automatiques. Puis là, on va pouvoir rater les courtiers. Ça aussi, c'est quand même assez nouveau comme truc, là. Ben, tu sais, présentement, on utilise les reviews Google qui sont publics pour dire si c'est un bon courtier ou pas. Mais éventuellement, ça va être remplacé par notre propre système de review. Puis ça va donner un outil de plus au client de dire, ben lui, c'est une meilleure qualité-prix selon ce que je recherche. Très cool, très cool. Tu sais, dans les films, moi, ce que j'aime énormément là-dedans, c'est que, tu l'as dit, là, Antoine t'a dit, écoutez, guys, là, calmez-vous, c'est pas l'affaire la plus révolutionnaire. C'est des mécaniques qui existent. C'est des systèmes au même que dans le domaine immobilier. C'est des mécaniques qui existent dans plein de domaines d'affaires. C'est aussi des systèmes en immobilier qui existent aussi, mais ailleurs qu'ici. Je me trompe pas, il y a Zillow qui est aux États-Unis, qui fait un peu une manière similaire, mais c'est juste que ça n'a jamais été amené ici. Puis là, ça n'a juste jamais percé ça ici. Là. Ça se fait partout ailleurs dans le monde. Mais ça se fait aussi ici. C'est juste qu'un quelqu'un qui est mal informé sur le marché, il va avoir de la difficulté à bien comparer les professionnels puis à sélectionner celui qui convient le mieux. Tu sais, demain matin, sans Yubi, tu peux te mettre à la recherche d'un courtier immobilier qui va te faire une transaction à prix fixe, mettons, autour d'une dizaine de mille. Sauf que tu ne sauras pas où le trouver, tu ne sais pas où chercher, tu vas rencontrer 3, 4, 5 courtiers qui vont tous avoir le même pricing. Fait que là, nous, ce qu'on te dit, c'est donne-nous tes informations qui minimalement permettent à un courtier immobilier de soumissionner. Puis là, tu vas recevoir, à date, on a une moyenne de 20 soumissions par demande de soumission. Fait que là, tu as 20 courtiers immobiliers qui ont tous des pricing, expériences et présences différentes. Puis là, ben, tu peux choisir celui qui te convient le mieux. Wow. Très cool, très cool. Puis j'imagine que, premièrement, je suis content de voir que ça lève pour vous puis que vous avez déjà un bon achalandage et tout. Il y a quand même déjà un bon nombre d'affichages qui sont sur votre portail. Puis est-ce que vous vous êtes lancé un objectif justement sur le nombre de propriétés que vous voulez éventuellement avoir ou comment c'est quoi un peu le prochain gros milestone pour vous autres? Ben, c'est un shot in the dark, mais de notre côté, l'objectif, c'est d'aller chercher je vous dirais minimalement 10% des parts de marché pour dire OK, on est implanté. Puis après ça, les objectifs vont être à redéfinir, là, mais présentement, c'est d'aller chercher autour de, je dirais, 8 à 10 000 listings qui sont sur notre plateforme. Quand même. Puis ça passe, puis je backtrack un peu sur ce que vous disiez tantôt, ça passe, je pense, par... tu as dit, tu sais, les gens peuvent le faire présentement sans Yubi, mais tu sais, je sens qu'au Québec, il y a comme une éducation à faire sur, il existe un autre monde que soit direct un courtier immobilier où tu t'arranges tout seul avec du proprio. C'est comme les deux tracks, mais vous offrez, genre, il y a des nuances de gris là, entre le blanc et le noir, là, tu sais. Mais les gens sont pas habitués. Je prends même, tu dis, tu es laissé à toi-même avec du proprio, mais tu sais, du proprio, ils font une super de belle job, puis ils vont accompagner le client dans sa transaction, mais tu sais, il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'accompagnement. Fait que tu sais, ils vont vendre des kits à 2000 $, incluant des heures de notaire, un coach d'affichage, des photos, puis tout ça, mais nous autres, ce qu'on dit, c'est que si tu n'en as pas besoin de photos professionnelles, pourquoi tu vas payer pour en avoir? Puis si tu n'as pas besoin de coaching, pourquoi tu vas payer pour en avoir? Fait que tu sais, quelqu'un qui est 100% autonome, là, qui a fait plusieurs transactions dans sa vie, ben, il peut venir chez nous puis faire toute sa transaction gratuitement. Ben, lui, c'était pas notre client. Il a utilisé la plateforme, tant mieux, puis il n'a pas eu besoin de support. Fait que nous autres, on accroche les clients qui ont vraiment besoin de nous autres pour leur apporter de la valeur ajoutée. Très cool. Puis peut-être si j'amène ça aussi sur, si on revient un peu sur la genèse de ça, tu sais, un gars comme toi, Antoine, avec le background que tu as, qui est ben c'est ça,
à la base, c'est ça vient de où, toute cette histoire-là? Là? OK. Ben, ce chemin-là est un peu plus long. Moi, de base, j'ai une formation en génie industriel, puis j'ai accompagné des manufacturiers québécois à s'exporter, surtout par le commerce électronique, puis je m'assurais de voir avec eux que leur chaîne de distribution était optimale, autant de distribution que d'approvisionnement. Puis, ben, je me suis surtout spécialisé chez les manufacturiers qui testaient des marchés. Fait qu'eux, ils vendaient au commerce électronique dans des nouveaux marchés, puis ça leur permet d'aller voir comment ce marché-là réagit à mon produit. Est-ce que j'ai eu des bugs d'emballage, d'enjeux légaux, ou ça a été quoi mes parts de marché, puis tout ça pour dire que moi, j'étais bon pour les aider à vendre à l'international puis à optimiser leur chaîne de distribution, mais ce qui avait de la valeur pour mes clients, c'était surtout le data qu'on pouvait sortir de les ventes qu'ils avaient fait avec moi. Fait que j'ai été obligé de développer une petite équipe à l'interne qui connaissait bien la donnée. Puis j'étais allé chercher des gars qui ont fait de la gestion massive de données, de l'intelligence artificielle, puis tout ce qui vient avec. Puis, on a commencé à prendre cette expertise-là pour appliquer l'IA à plein de petits trucs comme de la gestion de documents, de l'automatisation de flux, puis du reporting avec des business insights. Puis, ben, je m'amusais bien avec ça. Puis, éventuellement, j'avais levé ma propre boîte de... Ben, Simon a tout vu ce parcours-là, là, entre autres. Là. Ça fait quelques années que Simon se connaît. Mais puis du jour au lendemain, je travaillais à mon compte dans ma propre boîte avec quelques gars pour faire ce type de mandat-là. Puis une de mes amies qui est courtière immobilière, puis elle me dit, moi j'ai un projet dans le monde de l'immobilier, mais j'ai jamais levé de cash, j'ai jamais eu d'équipe, j'ai jamais eu d'incorporation, je sais pas comment faire. Fait que là, je me dis, ben pas de trouble, moi j'ai plein de temps, fait qu'on va faire ce projet-là ensemble. Déjà là, t'es chanceux de dire j'ai plein de temps. Ben, plein de temps était que je travaillais juste un temps plein à ce moment-là. puis tout ça pour dire qu'on a monté un projet dans lequel on générait des leads pour des courtiers immobiliers. Puis j'ai réalisé assez rapidement que si je voulais être payé légalement dans ce projet-là, ben, je devais être courtier immobilier parce que c'est illégal de faire des partages de rétribution à une personne qui détient pas de permis. Fait que là, encore une fois, j'ai dit pas de trouble, je vais aller faire mon permis. Fait que là, je suis parti au collège d'immobilier, j'ai fait mon permis de courtier immobilier. Fait que là, je suis revenu dans le projet, puis on a commencé à donner des leads à plusieurs courtiers immobiliers. Fait qu'on avait une structure d'équipe de courtiers immobiliers dans un projet qui générait des leads. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à tracker comment ça prend de temps à vendre une maison, puis c'est quoi le taux horaire de quelqu'un qui vend une maison, puis c'est quoi ses tâches qu'il fait à valeur non ajoutée. Parce que c'était ça mon expertise. T'sais. C'est rempli de documentation, c'est rempli de données, c'est rempli d'inputs manuels. Fait que là, j'ai commencé à monter des outils pour optimiser le travail de des courtiers immobiliers. Puis la réponse que j'ai eue des courtiers immobiliers ben, avec qui je travaillais, puis je suis aussi allé voir d'autres courtiers immobiliers, c'est on s'en calisse. Nous autres, on veut que tu génères de la job. Ces trucs-là de saisie manuelle ou l'optimisation de comment on travaille, ça change pas grand-chose à ma vie. Moi, je veux que tu génères des maisons à vendre. OK. Fait que, tu sais, quand tu prends le problème dans la face d'un côté, mettons du côté d'un courtier immobilier, c'est vrai que dans le fond, lui, plus il y a une maison à vendre, il va trouver une façon d'abattre les tâches administratives, puis ça ne dérange pas vraiment parce que quand il pogne une maison à vendre, il fait assez d'argent pour ne pas être obligé d'avoir un travail qui est 100% efficace ou optimal. Et puis à la limite, j'imagine qu'ils s'engagent juste comme des assistants, des gens qui sont plus juniors, qui commencent, puis ils font la job manuelle, puis c'est le même, ça a toujours marché, puis moi, je fais le gros cash, ça va bien quand même. Tu sais. C'est ça, puis quand on leur dit, ouais, mais si on fait ça, tu vas pouvoir charger moins cher aux clients, ça ne leur tente pas non plus parce que le marché, c'est 4-5 %, tout le monde charge 4-5 %, puis moi, je ne dérogerai pas de ce 4-5 %-là. Puis on a même des histoires, dont une que j'ai personnellement vécue, que si tu ne charges pas assez cher dans le marché, tu te fais appeler par les autres courtiers, puis ils te disent, hey, t'es pas assez cher, ajuste tes prix. Là. Ben voyons donc. Ouais, fait que là tu es comme, bon, le grand perdant de tout ça, ce n'est pas le courtier parce que lui, il fait de l'argent pareil, c'est le client qui paye la facture. Puis tu sais, le client, lui, il n'y avait pas d'autre option que de prendre le courtier immobilier qui charge 4-5 % puis qui travaille de façon inefficace, mais que ça ne dérange pas. Fait que là, un bon soir, je suis rentré chez moi puis je me suis dit, bon, moi, ce que j'aimerais régler comme problème, c'est avoir plus d'options pour le client puis que le courtier immobilier soit un peu obligé de travailler plus efficacement pour se démarquer puis que le marché, les prix du marché se fassent dicter par l'offre et la demande et non par tout le monde charge 4-5 %. Fait que là, j'ai décidé de vendre mes parts dans le projet où j'étais, de retourner m'asseoir à la maison puis de commencer à dessiner des modèles d'affaires qui
qui allait permettre de régler ce problème-là. Puis là, c'est un marché qui est c'est un secteur qui est très, très légiféré. Ce qui veut dire que tu peux pas vraiment faire tout ce que tu veux. Puis même dans certains business plans qu'on avait, c'était largement illégal. Puis c'est difficile de s'y retrouver. Fait que je suis allé chercher un avocate qui se spécialise là-dedans. Elle a été directrice du département légal de l'OACIQ. Puis elle travaille dans le monde de l'immobilier depuis toujours. Puis elle s'appelle Josée. Puis là, j'ai dit, Josée, voici ce que je veux faire. Puis aide-moi à monter un business plan qui répond à ce besoin-là, puis qui rentre dans le cadre de la légalité. Fait que là, on a eu beaucoup de back and forth. Puis, tu sais, exemple, moi, j'étais parti avec une idée d'avoir un courtier immobilier qui fait rendre des services à la carte. Fait que, une visite, c'est tel prix, une négociation, c'est tel prix, telle action, c'est tel prix. Mais comme je vous ai dit tantôt, un courtier immobilier, quand il rentre dans la transaction, c'est sa transaction. Fait que là, on ne pouvait pas faire ça. Il y avait tout de bout en bout. Là. C'est ça. Fait que c'est en faisant des back and forth avec l'avocate en question qu'on a réussi à définir un modèle où on s'est dit, la meilleure façon de faire économiser aux clients, c'est de mettre les courtiers en compétition, avancer le plus possible dans sa transaction pour avoir abattu des tâches à valeur ajoutée, puis être plus près d'une clôture pour que le chèque soit plus près des poches du courtier. Puis là, en faisant ces éléments-là, ça permettait au courtier immobilier, l'autre bout de la ligne, de soumissionner plus bas. Puis nous, on ne voulait pas rester dans, j'allais dire le standard, mais c'est pas vrai que c'est un standard, là, c'est juste les courtiers entre eux qui se tiennent les coudes en disant, nous autres, c'est 4-5 %, mais je voulais que les courtiers immobiliers n'aient pas le choix. Je cherche la bonne façon de le dire, là, mais en coupant les pourcentages puis en mettant des prix, là, c'est beaucoup plus facile pour un courtier de dire, hey, je vais mettre 1000 $ de mois ou 2000 $ de mois. Puis ça semble moins imposant que de dire je passe de 4 % à 3 % parce que tu viens de faire moins 25 %. Là. Fait que peut-être que tu aurais mis genre 3,87 %, sauf que là, quand c'est des pourcentages, c'est dur à gérer. Fait que nous autres, on s'est dit, ça va être soumissionné en cash. Puis en plus, ça fait plus de transparence pour le client qui signe le contrat de savoir ça coûte tel prix à telle date. Plutôt qu'un pourcentage. Ça switch ça. Là, donc, l'idée vraiment, là, c'est plus d'avoir un montant fixe et non pas un pourcentage. Oui, exact. Puis, tu sais, ça, encore une fois, ça existe déjà dans le marché, mais c'est juste pas répandu comme pratique. Désolé, c'est moi le shiny object en ce moment. J'ai le soleil en pleine face. C'est pour ceux qui regardent. C'est correct. Écoute, je vais avoir ma vitamine D pour la journée. Mais tout ça pour dire que la jeunesse, c'est que moi, je suis un gars qui est super structuré, puis je travaillais à structurer des gens, puis là, je suis tombé d'un monde où c'était totalement déstructuré ou désorganisé, je devrais dire. Puis que les acteurs de ce monde-là, il n'y avait pas d'intérêt à travailler plus efficacement. Fait que là, on est parti du problème que c'est désorganisé et non efficace. Le grand perdant, c'est le client. Puis là, comment on fait pour que les acteurs du secteur acceptent de devoir travailler plus efficacement? Intéressant. Mais par contre, je me dis, ma première réflexion, c'est je pense que tôt ou tard, la première version de votre projet va devenir intéressante aussi pour les courtiers, à savoir que là, ils rejettent peut-être du revers de la main l'idée d'être plus efficace sur le volet clérical de leur job, en se disant, c'est pas grave, là, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est aller chercher on veut faire grandir la tarte, c'est que la tarte soit la plus grande possible, mais il va venir un moment donné où ça va saturer. Je veux dire, on peut pas juste penser que tout le monde va se mettre à vendre leur maison nécessairement. Il va y avoir un moment où on va arriver, ça va être saturé. Fait que là, à ce moment-là, on va être plus concurrentiel si on est dans l'optimisation de processus, puis que cette job-là, on l'a fait, puis c'est beaucoup plus facile. Je généralise en disant comme que les gens ils ont mal répondu à UB parce qu'on a beaucoup, beaucoup de courtiers immobiliers qui ont dit enfin, c'est ça qu'on voulait, nous autres. Ouais. Il y a des courtiers avec qui je parlais qui me disaient moi, j'avais envie, dans le passé, quand je commençais, de faire une campagne publicitaire de on vend votre maison pour 5000 $. Ouais. Et eux, là, ils commençaient leur carrière, ils étaient prêts à le faire. Puis pour eux, ça faisait plein de sens de dire j'ai moins d'expérience, je vais charger moins cher. Mais là, ils recevaient la pression du marché de dire non, tu ne peux pas faire ça. C'est 4-5 %, puis il va falloir que tu donnes 50 % aux courtiers collaborateurs. Puis là, eux, ils se faisaient dire ça de l'agence, ils se faisaient dire ça des autres courtiers, puis là, ils se faisaient dire qu'ils allaient se faire haïr par les autres courtiers, fait qu'ils le font pas. Puis il n'y a jamais personne qui a dit moi, je m'en fous, je vais me faire haïr, puis je vais crasher. Sûrement. Sûrement qu'ils l'ont fait. Mais j'ai pas d'histoire comme ça dans mon entourage. Mais tout ça pour dire que là, on ouvre une plateforme et on leur dit c'est comme ça que nous, on veut que vous fonctionnez. J'ai pas le chiffre exact, là, mais on a dépassé les 1000 courtiers qui viennent travailler avec nous et qui soumissionnent au day-to-day des clients qui désirent vendre.
Puis eux sont bien contents. Ils sont comme fini pour moi l'envoi postal, fini pour moi le code call, fini pour moi le porte-à-porte. Moi, je vais aller soumissionner moins cher, mais je vais faire du courtage immobilier. Vraiment intéressant, merci. Je trouve que ça donne une perspective un petit peu plus claire, en tout cas de mon côté, sur vraiment ce bout-là avec le fondement. Ouais. Puis, tu sais, la recherche que vous avez fait pour dire, ben finalement, tu sais, on voulait utiliser un peu les tools puis automatiser, mais que finalement, le marché, ce qui a répondu, c'est non, crée-moi plus de demandes, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, je te disais, dans l'optique où des courtiers immobiliers qui commencent voulaient charger moins cher, recevaient une pression de ne pas le faire, puis que là, chez nous, ils peuvent. Mais on a aussi des courtiers qui chargent des frais habituels qui ressemblent à 4-5 %, sauf qu'ils le mettent en dollars. Puis eux, ils sont comme, ben si mon nom puis mon expérience font que les clients me choisissent à ce pricing-là, ben je suis bien content. Fait que, on a des courtiers immobiliers, puis on leur propose de mettre une vidéo de présentation. Là. Fait que, je pense à un que j'ai en tête, là, son vidéo, il est sacoche, il est bien connu de son secteur, il soumissionne à des prix qui sont dans moyenne présentement, puis ben comme il gagne des mandats parce que là, les gens le connaissent, il y a beaucoup d'années d'expérience, il y a beaucoup de listings dans ce secteur-là. Fait que là, lui, il est plus cher que les autres, mais les gens voient pourquoi il est plus cher que les autres, puis ils le choisissent quand même. Il y avait déjà un bon marketing à la base, fait que ça fait juste se poursuivre. Vas-y, Joe. Justement, j'ai remarqué ça dans les éléments marketing là, qui sont un peu en vogue dans le milieu de l'immobilier. Est-ce que je me trompe sur justement le principe que l'aspect vidéo là, est en train de prendre une grosse place? Ben, c'est sûr, je pense que dans tous les business, c'est en train de prendre une grosse place. Là. Je sais que tu n'as pas TikTok, Joe, mais il y a beaucoup de gens là-dessus. Oui, non. Je résiste TikTok, mais ce que je veux dire, dans le sens où l'aspect vidéo, plus sur la visite. Ce que j'ai vu, il y en a qui, j'ai vu un truc immobilier il n'y a pas longtemps passé, puis je m'intéresse zéro à ça, là, pour être très honnête. Puis c'est un gars qui présentait une maison absolument exceptionnelle, mais il y avait comme un storytelling. Puis littéralement, là, c'était comme un peu drôle, puis il faisait le tour de la maison et tout. Donc, est-ce que justement dans la créativité de la présentation, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, puis les gens vont chercher à se démarquer de cette façon-là? C'est sûr que oui. Je te dirais que chez nous, le vidéo, là, c'est plus pour faire des bons matchs. Parce que, tu sais, le courtier que j'ai en tête, dont je te parle, là, lui, il a une vidéo comme en nature, plus sportif. C'est un genre de courtier immobilier plus terre à terre, d'action, mais quelqu'un qui cherche un courtier immobilier veston-cravate qui débarque en Mercedes, ben ça viendra pas le chercher. Sauf que si ce client-là t'est tombé chez le courtier qui est sportif actif, peut-être ça aurait été un mauvais match de personnalité. Fait que là, tu sais, on s'assure, en donnant le plus d'infos comme ça au client, qu'il va choisir le courtier avec qui c'est un bon match. Puis, tu sais, admettons, le client, il choisit un courtier immobilier qui coûte pas cher. Ben, le courtier immobilier qui coûte pas cher, il sait qu'il est pas cher, puis probablement qu'il donne un service pas cher. Mais là, tu as un gars qui charge pas cher avec un gars qui veut payer pas cher, c'est un bon match. Mais si le gars qui veut payer pas cher prend un courtier dans le modèle traditionnel à 4-5 %, ben, ça va être un très mauvais client parce qu'il va tout le temps être fâché. Après ça, un client qui dit, ben moi, je veux lui qui est très présent, qui a un bon marketing, qui a beaucoup d'années d'expérience, puis je suis prêt à payer pour ça. Et là, quand tu es mis en relation ensemble, c'est un bon match parce que là, il est prêt à payer pour ton expérience. Fait que le client est content, le courtier est content. Peu importe que le client ait choisi un courtier qui coûte cher ou un courtier qui coûte pas cher. C'est un bon match. T'sais. Fait que la vidéo sert à ça. Que le courtier puisse dire voici comment je travaille, voici qui je suis, voici ce que j'offre. Puis si ça convient au client, ben, c'est un bon match. Très cool. Merci. Très cool. Je veux respecter ton temps aussi, Antoine, qui est un gars bien occupé en ce moment avec toute cette grosse plateforme-là, mais peut-être avant de se quitter, ça fait jaser. J'ai encore un peu de temps devant moi, j'aurais peut-être 20 minutes. OK, parfait. Ça fait quand même jaser tout ça. Là, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, ils ont peut-être vu que le screensaver de la TV derrière, pendant un instant, il y avait marqué Groupe Abatiello derrière. Donc, on s'entend que, parce qu'il switch un petit peu, fait que, on s'entend que tu es bien entouré par rapport à ce projet-là. Puis c'est un projet qui fait énormément jaser de par sa nature. J'ai toujours de la misère à le traduire en français, là, mais disruptive, là, donc qui déconstruit un peu les standards habituels. On se place où par rapport à cette situation-là? Ou est-ce que là, tu as des géants, ou du moins des gens qui sont des corporations, des entités dans l'immobilier au Québec qui sont extrêmement bien assises sur leur position depuis des années, puis qui voit la petite start-up, oui, qui est backée par l'Empire de la pizza au Québec, mais tu sais,
Comment qu'ils voient ça? Là? Vous êtes quand même au début, à la genèse, mais ça fait du bruit. J'aimerais ça voir peut-être ta perspective à l'intérieur, là, comment ça se passe là, en ce moment. Écoute, je te dirais que c'est comme un chaos contrôlé. On le savait que ça allait brasser. On savait dans quoi on s'enlignait. Puis, quand je te dis, on a validé les modèles d'affaires, puis on a fait plusieurs itérations pour s'assurer que ce qu'on faisait allait être légal. Moi, j'ai aussi sorti toute la jurisprudence qui touche des startups et ces entités-là depuis à peu près, comme 2000. Là. Ben, l'an 2000, tout ce qui s'est passé à l'an 2000 à aujourd'hui, puis je checkais c'est quoi les idées de start-up qui se sont ramassées devant un juge contre Centris, la PCIQ, du proprio ou l'OACIQ. Puis on regardait c'était quoi les éléments sur lesquels ils se sont fait attaquer ou reprocher, puis qu'est-ce qui a fait qu'ils ont survécu ou qui n'ont pas survécu. Puis pour dire, ils ont tous pas survécu. Fait que là, on avait un bon défi devant nous. Mais, quand tu prends le temps de les analyser, puis on est entouré d'experts légaux de tous les éléments qui peuvent être tricky. Fait que, on parlait de la loi sur le courtage immobilier, on est allé chercher une experte là-dedans. On parle de la propriété intellectuelle, on est allé chercher un expert de la propriété intellectuelle. Fait que tous les petits aspects qu'on savait qu'ils allaient être litigieux ou qu'on allait se faire attaquer, on était prêts. C'est ce qui veut dire. Puis quand je dis on était prêts, là, c'est pas qu'on s'est dit hey, si un jour ils nous poursuivent, on va penser faire ça. Là. C'était comme la réponse à la poursuite est préparée, on sait qu'elle s'en vient. Puis ces acteurs-là ont toujours été très agressifs du côté légal parce qu'ils ont les poches profondes. Puis tu sais, imagine, toi, tu lances une petite start-up dans l'immobilier, puis là, tu as mis toutes tes économies pour développer le site web, puis que là, tu commences à le pousser. Puis qu'un huissier débarque chez vous le soir à 10h pour dire qu'à telle heure, le vendredi matin, il faut que tu sois devant le juge. Puis là, il faut que tu prennes des avocats. Les avocats te demandent un dépôt, il faut que tu montes un dossier. Puis là, tu te fais dire, on va te démolir, t'as rien pour toi. Puis comme, clairement, ça ne fonctionnera pas ton truc. Ça te repousse un lancement, ça, c'est un moyen temps. Ouais, dans notre cas, c'était quelques jours, mais quelqu'un qui n'est pas préparé à ça, dans le passé, ça a été des cas de décès. Là. Je veux dire, les startups ils ont juste arrêté d'opérer à ce moment-là. Puis de notre côté, sans surprise, les mises en demeure sont rentrées. On a répondu aux mises en demeure. Après ça, il est venu l'injonction. Puis c'est toutes des stratagèmes. Je dis intimidation, mais c'est de même ça marche là, dans le monde légal de cette grosseur de corporation-là. Ils ont envoyé un huissier à nos domiciles respectifs le mercredi à 10h le soir pour nous dire avec un shitload de documents que c'est à telle heure qu'il faut passer devant le juge le vendredi matin. Fait que là, tu as comme 36 heures devant toi pour refaire la structure de tout ton dossier, préparer tes affidavits, tout ça. Mais là où c'est magique, là, c'est que nous autres, tout était fait. Ils ont déposé l'injonction, on s'attendait à ce que ça rentre sur ce sujet-là. Tout était préparé. Les avocats sont partis de Montréal, sont arrivés à Québec, on a monté les dossiers, puis on leur a livré tout ça le vendredi matin, tout prêt. Puis ça s'était jamais fait là, parce que les gens sont pas prêts à ça ou tu le prévois pas d'un calendrier. Là. Je veux dire, ça fait drôle à prévoir, mais on savait que ça arrivait. Fait qu'on on avait déjà préparé une défense qui était très solide. Puis ce qui a fait que on a eu une entente avec Centris et du proprio pendant ce jugement-là qui est confidentiel. Fait que je peux pas m'avancer sur le contenu de l'entente, là, mais tout ça pour dire qu'on était prêts. Wow. Puis à l'interne, c'est sûr que ça prend du temps, mais puis tu sais, ce qui a été le plus tough, là, puis ce qui a fait que ça a repoussé le lancement, c'est que là, il fallait sortir. Tu sais, on avait préparé le plan en disant voici comment on répond si cette injonction-là rentre. Mais dans notre tête, par contre, ça rentrait après le lancement. C'était comme ils vont voir ce qu'on fait, puis là, ça va rentrer. Donc là, on n'a pas voulu. Ils n'ont même pas laissé le temps à la plateforme d'ouvrir. On ouvrait le samedi, puis ils l'ont envoyé le mercredi pour un juge le vendredi. Ouais. Puis là, il fallait prendre tous les développeurs puis leur dire OK, dis-moi ce que tu as fait dans ce module-là, sors-moi tes preuves de telles actions dans ce module-là. Puis là, tu prends l'autre développeur puis tu es comme OK, dis-moi ce que tu as fait dans ce module-là. Est-ce que ça l'a modulé aussi la façon dont vous avez présenté le site web? Dans le sens où le fait d'avoir ça en tête qui allait s'en venir, vous avez dit il faut qu'on soit peut-être plus prudent sur comment on va showcaser les items pour laisser un petit peu plus de matière à qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ouais, depuis le début, là, tout ce
tout ce qu'on écrit dans le site web est validé par des avocats. On repasse sur le contenu général, on repasse sur les flows. Puis, il n'y a comme pas de place à l'erreur dans ce projet-là parce que tout le monde nous regarde. Puis tout le monde cherche la faille ou l'élément qu'on va faire qui va sortir de la légalité ou qui va être sur la ligne de « t'as pas le droit de faire ça ». Puis, prends juste par exemple, on avait fait un module où toi, tu as listé ta maison, puis tu désires prendre les services d'un courtier immobilier. Donc, tu fais une soumission, tu fais une demande de soumission, les courtiers immobiliers t'envoient une soumission. Puis là, tu as un match avec un courtier. Nous, dans le flow d'utilisateur, tu as un match avec le courtier, tu lui envoies ta maison, c'est lui qui va la gérer maintenant. Puis tu sais, tout ça fait du sens. Puis là, on prend les flows, on les remet sur papier, on s'assied avec les avocats, on regarde les flows, puis on dit « OK, est-ce que tout ça est correct? » Puis là, la fille qui est l'experte en droit de l'immobilier, elle dit « Ouais, mais là, tu as un match, mais advenant le cas où il n'a pas fini sa revue diligente avant qu'il reçoive la maison, là, tu viens de mettre le courtier immobilier en infraction de la loi sur le courtage immobilier. » Fait que là, tu sais, il a fallu tweaker ce flow-là pour s'assurer qu'il n'y avait pas un courtier immobilier qui se ramassait d'une situation qui est pour lui illégale sans avoir fait d'erreur. Il y a beaucoup d'efforts qui est mis à valider chacun des flows du site web, chacun des termes du site web pour respecter chacune des lois. Fait que là, on a prouvé qu'on peut exister. C'est pas encore rien d'avance, mais au moins on existe, puis il y a plein de travail à faire. Mais on marche dans un terrain où qui est un petit peu miné. Il faut trouver la meilleure des trails qui va être la meilleure pour le end client, mais en fait, les deux end clients, qui est autant le courtier immobilier que l'acheteur de maison. Puis voilà, il faut juste trouver la meilleure track, dans le fond. Puis tu sais, nous, on passait beaucoup de temps sur justement les flots de communication quand il y a une requête pour une soumission, puis quand il y a des soumissions, puis après ça, quelles règles d'affaires appliquer à tous ces cas-là. Mais tu sais, parallèlement à tout ça, nous, il faut qu'on gère des affichages de maison. Il faut qu'on ait tous les modules de recherche, il faut qu'on ait les modules pour rentrer les photos, il faut que tout ça soit responsive, pour uploader des documents, il faut un wizard pour mettre en vente. Puis tout ça avait été fait comme bare minimum pour pouvoir gérer les maisons. Puis là, on était prêt à ouvrir, puis on rentrait d'une phase où on faisait de l'amélioration à l'interne. Puis là, tu as peut-être lu, Simon, le Lean Startup. Là. On était comme, quand est-ce qu'on va être assez prêt pour dire qu'on le met en ligne, mais on sait qu'on n'est pas prêt pour absolument tout. Fait que là, un bon soir, on s'est dit, on va pull the trigger, on va le mettre en ligne, puis on va mettre des gens sur le téléphone pour savoir qu'est-ce que nos clients vivent, puis qu'est-ce qui les irrite dans le processus. Puis comme on va prioriser à partir de là, parce que le board d'ajustement, il finit jamais. Lui. Puis le backlog, c'est jamais fini. C'est jamais parfait. Là. C'est jamais parfait. Là. Fait que un soir, on s'est dit, on pull le trigger, on met la plateforme en ligne, puis on met tout notre staff à savoir comment ça se passe pour les clients et les professionnels. Puis à partir de ce qu'eux nous disent, là, on monte un calendrier de prod avec les bons ajustements à l'intérieur pour qu'il y ait de la valeur ajoutée pour notre client. Un bon vieux MVP là, on a le minimum feature qui fait que le monde va accrocher, puis après on s'ajuste, puis on adapte. Là. Ouais, exact. Très cool. Peut-être petite question, mais puis vas-y dans ce que tu peux nous révéler ou pas, mais c'est quoi les prochains milestones pour la plateforme, dans ce sens où je vois des trucs là. Déjà, là, je vois que vous avez type de propriété disponible le 31 mars, filtre disponible le 31 mars. Vous frontez déjà certaines features qui s'en viennent parce que j'imagine que les gens l'ont demandé. Vous dites, OK, guys, vous le voulez, là, ça s'en vient, il est là, il est écrit, là, ça s'en vient, ça sera pas long. Y a-t-il d'autres petites pépites comme ça de features que tu peux nous parler un petit peu ou pas tant? C'est sûr qu'à court terme, les filtres arrivent, là, comme personne ne peut avoir une plateforme de recherche de maisons sans avoir de filtres pour rechercher les maisons. Fait que ça, c'est en cours de. Puis on a certaines limitations qui sont outre la technologie, mais on ne peut pas aller là aujourd'hui. Puis il y a plein de modules d'IA qui sont en développement en parallèle qu'on n'a toujours pas intégrés pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien avant de les rendre disponibles. Mais tu sais, le syndrome de la page blanche, là, quand tu arrives à la description de la propriété, nous autres, on va te proposer des descriptions, puis là, tu vas taper, puis en temps réel, on va t'en proposer des meilleures. On va commencer la structure des dossiers de la maison avant même que tu aies à faire de l'input. Fait que toi, tu commences à lister ta maison, tu mets ton numéro de cadastre.
À partir du numéro de cadastre, nous autres, on part au registre foncier, on va acheter l'acte de vente, on va acheter l'acte hypothécaire, on va chercher ton évaluation de taxes, on met ça dans un dossier. Fait que, tu sais, tous des modules comme ça qui te simplifient la vie puis qui vont faire des tâches qui ont une réelle valeur. Puis là, on a tout fait aussi, le MVP, jusqu'à la maison est en ligne, mais on n'a rien fait de quand est vendu. Fait que, tu sais, il nous reste à faire le module, tu sais, j'ai vendu, après ça, des outils pour t'aider à gérer la partie entre, admettons, j'ai accepté une promesse d'achat, il y a quoi à l'intérieur, puis c'est quoi les délais qu'il y a à l'intérieur. Ben, tu sais, on veut un outil qui t'aide à déposer tes documents, puis qui te fait une ligne du temps de ça doit être fait à telle date, ça doit être fait à telle date, ça doit être fait à telle date. Mais comme je te dis, le backlog fait des kilomètres, là. La vraie question, c'est de prioriser ce que le client a besoin. Puis ça, on le sait quand il l'utilise. Fait que, depuis maintenant une semaine, on a du feedback utilisateur. Puis on travaille à améliorer ce qui est important pour le client. Mais en chiffres, là, je pense qu'on est rendu à 6000 utilisateurs. Puis dans les dernières 24 heures, j'ai regardé tantôt, c'était 1200 actifs. Fait que dans les dernières 24 heures, il y a 1200 personnes qui ont soit envoyé un message, enregistré un favori ou enregistré un profil de recherche. Puis rajoute à ça la force de marketing que les quelques dernières années du groupe Abatiello a su se forger les dents. Ça vient vraiment donner un coup de main à se faire voir, avoir une grosse visibilité. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Puis ça se passe, là, c'est sûr, sur ça. Ouais, c'est sûr et certain. Puis le projet avait besoin de gens comme eux. Là. Moi, personnellement, je suis loin d'être une machine marketing. C'est pas pour dire que ça m'intéresse même pas, là, mais faut qu'il y ait quelqu'un avec moi qui comprend comment ça fonctionne, puis qui a les ressources à l'interne pour être bon en marketing. Puis le groupe Abatiello, il s'accroche. C'est cool. Parfait. Joe, moi, j'ai pas d'autres questions. Je pense que c'était un super survol, Antoine. Je veux dire, on se laissait guider de par ce que ça allait donner comme entrevue, mais je pense que pour ceux qui ne connaissaient pas nécessairement Youbi, c'est maintenant chose faite. Ceux qui connaissaient en connaissent maintenant un petit peu plus sur l'envers du décor, sur l'avant, le pendant et l'après aussi. Clairement, un dossier qu'on va tracker chez Intersection Podcast, c'est sûr, parce que vous allez faire jaser vous autres dans les prochains mois, prochaines années, c'est certain. Fait que un gros merci pour ton temps, Antoine. C'est vraiment super apprécié. Yes, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Yes, cool. Bonne journée. Bye. Hey, c'est bon, ça. OK. Bon, ouais, c'est cool. Ben écoute, moi, ce que j'aime, c'est que ça. Je pense que ça amène pour moi une clarté plus grande sur qu'est-ce qu'ils font. Puis, tu sais, je comprends je pense qu'il y a peut-être un enjeu là, légal qui fait que justement, c'est un peu là-dessus que je posais la question. Je suis un peu pour ça que c'est peut-être pas aussi clair que quand tu m'en parles en ce moment, tu sais. Puis en même temps, leur clientèle actuelle, ben, je pense qu'ils travaillent probablement beaucoup avec le courtier, tu sais. Ouais. C'est pour ça que ça se travaille un petit peu plus en arrière du front-end. Ça se voit plus en arrière ce qu'ils sont en train de faire. Puis tantôt, ben, effectivement, ils vont arriver peut-être plus en surface avec ça. Fait que, intéressant. Good, Joe. Maintenant, autre sujet d'actualité. En fait, c'est un sujet qui date, en fait. Là. Je faisais ma petite recherche là-dessus. On parle de 2017, là, c'est pré-COVID. Ça commence à faire un bail. Projet de SAC Click, donc la Société d'assurance automobile du Québec, Click. Gros projet, gros plat. Oui, ben tu sais, en plus, ça fait longtemps qu'on en parle. Même si on en parle officiellement, c'est un projet 2017, mais tu sais, on a toujours fait un petit peu des blagues dans le milieu sur le projet SAC Click quand on a su là, qu'il y avait de la controverse au niveau de la valeur de l'argent qui a été investi par le gouvernement dans ce projet-là. Fait que c'est revenu officiellement plus d'actualité, bien que la plateforme ait été lancée, parce qu'on pensait à un certain moment que une fois que le lancement a été fait, puis qu'on a su que, bon, ben effectivement, ça a coûté vraiment trop cher, on était passé à autre chose, puis c'était bien correct, tu sais. Mais ça a pas, c'est pas le cas, parce que dans le fond, ce qui a été essentiellement annoncé, c'était là les gros dépensements de coûts, mais ouais. Ça peut être intéressant là, de voir, là, comme tu dis, ça a parti en 2017, donc avec une volonté, là, dans le fond, de moderniser tout le volet service, donc toutes finalement les transactions qu'on peut faire à la SAAQ en personne qui nécessitaient là, justement beaucoup de temps, de se rendre, etc. Donc, puis dans tout ce qui était possible, d'essayer de le rendre numérique. Corrige-moi si je me trompe, mais essentiellement, c'était pas mal la portée du projet. Au départ, on parlait
d'un projet là, où on était à quelque chose comme 500, 600 millions, est-ce que je me trompe? Ben écoute, je peux te déballer un peu la petite recherche que j'ai faite qui va nous mettre en contexte, là. Initialement, ça s'appelait Projet CASA. Ouais. 2017. On parle d'un projet de environ 200 systèmes informatiques. Dans le jargon, on parle des legacy systems, donc des systèmes qui sont vieux, là. Ah Qu'il oui. faut comme maintenant ramener à vitesse de croisière dans les années, on est en 2017, là, mais qu'on ramène ça au numérique d'aujourd'hui. Ces systèmes-là, c'est plus de 200 systèmes, certains qui dataient de 1970. C'est old school, là, les amis. Là. Et on parle en tout, au niveau des données, un total de ce qu'on va appeler des points de données, des data points, environ 10 milliards de data points. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, calculer ça, là, on est 8 millions au Québec, là, ish, là, tu sais. Mais ça crée de la donnée, cette histoire-là, au niveau de toutes les permis, tout ce qui est entourant l'assurance automobile au Québec. C'est gigantesque. Pour ramener à ton point, au niveau quand ils ont commencé le projet CASA, on parlait d'un projet qui allait coûter 630 millions. Fait que ça, c'était l'enveloppe budgétaire initiale là, à ce moment-là. Puis ben là, s'en est suivi une débandade de quelques années pour finalement un lancement en février 2023. Oui, en 2023. Puis là, ben évidemment, beaucoup d'incompréhension sur le montant d'argent qui a été investi à ce moment-là. Mais tu sais, comme tu le dis, puis tu le précises bien, est-ce que c'est complètement fou avec des systèmes datant de 1970, puis 200 à peu près systèmes qui sont tous différents, que l'enveloppe soit aussi grande? Tu sais, évidemment, je n'ai pas tous les détails techniques, mais on peut s'attendre à ce qu'un projet comme ça coûte excessivement cher à la base parce qu'il faut prendre les 200 endpoints puis les convertir dans un nouveau système. Fait que déjà là, c'est sûr que la facture elle va être quand même assez importante. Mais là où ça blesse, c'est la facture finale. On n'est pas resté là. On a plus que doublé, dans le fond, le montant final. Ce que mes recherches ChatGPT m'ont sorti, c'est qu'on parlait d'1 milliard. Fait que, tu sais, 630 millions à 1 milliard, c'est peut-être plus dans les fonds, là. Reste que c'est, l'explosion des coûts, 500 millions en surcoût. C'est ça. Ouais, avec des retards. Presque 100% dans le fond du projet en termes de valeur de surcoût. Fait que c'est rendu là, c'est aussi bien dire que ce qui a été pensé initialement. Je veux dire, on était dans le champ complètement, là, mais complètement. Vraiment. Puis, tu sais, ce qui s'est passé, les grandes lignes, parce que là, je sais qu'il y a un rapport qui est en cours, puis tantôt, tu as dit au départ, tu as dit, on pensait peut-être que, tu sais, ça allait passer sous le silence. Tu sais, OK, on a chié ce projet-là, mais on passe à une autre histoire. Mais non, là, je veux dire, là, je pense qu'au niveau de l'informatique au Québec, c'est pas la première fois qu'il y a certains fiascos au niveau du développement, mais celui-là va peut-être être celui qu'on va, j'espère, le plus investiguer pour se remettre sur le droit chemin pour les futurs aussi. Mais dans les problématiques de ce projet-là, ce que je lisais à ce niveau-là, c'est la préparation de projet, tout ce qui est la gestion de projet, ça a été carrément bâclé. On parle de les tests finaux. On était rendu à peu près à 94% de tests, mais le dernier 6%, il était vital quand même. Là. Fait que quand même bien qu'on a fait des tests à la fin, il y en a un bout qu'on a juste comme il faut juste qu'on sorte, on sort ça, cette histoire-là, puis that's all. Et aussi, bon, on l'a mentionné un petit peu, l'explosion de coûts, mais ultimement, c'était peut-être vraiment plus complexe que ce que c'était prévu. Là, l'évaluation initiale, je serais curieux de voir comment ça a été fait, puis à quel point clairement, il n'était pas on point. Là. C'était pas précis comme histoire. Là. Vraiment pas au niveau de l'évaluation initiale. C'était plus complexe. Mettons, on joue au gérant d'estrade, là, OK? Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est effectivement, tu l'as dit, il y a 200 endpoints. Et où la nécessité de sortir avec les 200 endpoints convertis jour 1? T'sais? Pourquoi est-ce que qui à un moment donné a pris la décision de se dire « Hey guys, you know what? Quand on lance ça, il faut que 100% des services qu'on a prévus dans le projet soient up and running. » Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé en disant « OK, ben on commence avec ces 50 premiers-là, parce qu'ils sont plus intéressants ou justement, ils vont créer moins une charge à la limite sur nos systèmes, puis on relace les autres tranquillement, pas vite, puis on avance comme ça. » Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une approche
évolutive, ça, je me questionne. Puis c'est sûr que malheureusement, je ne pense pas qu'on ait un jour des réponses à ces questions-là parce que là, on est dans une enquête, dans une commission d'enquête, puis on va uniquement s'attarder à l'aspect financier et tout. Mais d'un point de vue project management, si on peut dire, moi, j'ai un paquet de questions. Là, je serais vraiment. Je ne comprends pas comment on peut dire, hey, nous, on n'est pas réputé pour être nécessairement des organisations, les ministères, pour faire des gros success stories sur de la transformation numérique. Fait qu'on s'est dit, on va prendre 100% de notre service et on va le transformer one shot. Bon, mettons qu'on continue de jouer au gérant d'estrade. Parce que là, moi, je suis toujours un peu. Je regarde toujours d'un côté puis de l'autre. Mettons que tu as 200 endpoints. Tu dis, on va starter juste avec 50. Peut-être qu'ils sont tellement tous intimement liés qu'il va falloir que tu modernises un peu les anciens de 1970 pour qu'ils soient capables de jaser avec tes 50 nouveaux. Parce que les 50 nouveaux vont devoir continuer à jaser avec les 150 vieux. Les 150 vieux, il y en a peut-être 25 qu'eux autres, ils ne seront jamais capables de jaser avec les nouveaux. Fait qu'il va falloir les moderniser. Peut-être qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a calculé le coût et il a dit moderniser pour ensuite refaire plus tard. Ça va doubler la facture tout de suite. Pourquoi pas juste comme mettre ça à terre puis partir à neuf for real. Là, ça, c'est moi qui j'essaie de voir les deux possibilités. Ça, c'est l'autre question, c'est est-ce que ça a été parti à neuf for real ou est-ce qu'actuellement, on vit uniquement sur du spaghetti, dans le sens où, pour moi, du spaghetti, c'est on a voulu rendre un service disponible avec des langages modernes, mais qu'en arrière, dans le fond, les ficelles sont attachées avec les vieux systèmes encore. C'est possible, c'est très possible. Ça aussi, c'est une question que je serais curieux de savoir, c'est est-ce qu'on est dans une transformation complète où vraiment, là, on a migré des systèmes puis on a un stack techno qui est à jour, ou on est encore branché sur nos vieilles affaires puis qu'on a juste créé des ponts puis qu'on est sujet à ce que éventuellement il va falloir encore investir là-dedans, tu sais. Parce que je sais qu'au niveau de ces organisations-là, souvent, on va protéger énormément le legacy puis les vieilles infrastructures parce qu'on ne veut pas les changer, on ne veut pas leur toucher. T'sais. Fait que ça, j'ai malheureusement pas l'information non plus, mais je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui a été fait concrètement. Puis, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit. Je trouve ça parfait parce que tu fais un peu l'autre côté de la médaille. Oui, c'est ça. Mais encore là, mettons, d'un point de vue de déploiement maintenant. OK, parfait, on lance les services, etc. Les gens peuvent aller en ligne. Est-ce qu'on aurait pu aussi, au déploiement, faire quelque chose de progressif en termes de, telle branche d'utilisateurs ont la possibilité de venir, dans un premier temps, essayer les services? Parce que, on est dans du saisonnier quand on parle de la SAQ majoritairement. Des gens qui vont remiser, plaquer des véhicules, etc. Donc, est-ce qu'on aurait pu dire, on va donner un accès préouverture à un certain nombre d'utilisateurs pour qu'ils viennent tester nos systèmes, tester nos infras, de façon à ce que on a déjà une machine qui roule pour le reste, donc continuons. Puis tranquillement, pas vite, on amène petit à petit nos utilisateurs à migrer 100% sur le service quand on voit que ça tient. T'sais. Ça aussi, encore une fois, c'est gérant d'estrade, mais ça reste que, il me semble que c'est une pratique qui est courante là, dans la vie. Souvent, on va relacer en se disant, on va y aller progressivement pour être sûr qu'on ne se ramasse pas avec 100% de nos utilisateurs qui se retrouvent dans le trouble. On ne sera pas, c'est ça, comme tu dis, je ne sais pas à quel point on va le savoir un jour exactement comment ça s'est passé. Je ne veux pas bâcher sur les grosses corporations, parce que je ne me trompe pas, c'est LGS qui était derrière ça. Moi, je vais le faire un petit peu, si tu permets. Ouais, mais parce qu'il faut savoir qu'on vient d'un milieu de développement numérique puis de plus petites agences un peu, ou du moins des agences à taille humaine qui sont capables d'avoir le couteau dans les dents puis disrupter un peu le market avec une plus petite équipe. Là, des LGS de ce monde, des CGI de ce monde, c'est des behemoths, là, et ça amène. Dans le milieu, il y a un nom pour ça, on appelle ça des 3 lettres. Oui. Right? Exact, tu as raison. Et je vais aller plus loin. Je veux dire, tout le monde qui travaille dans le milieu du développement technologique ou numérique savent que les 3 lettres, c'est une industrie, c'est une classe à part dans le monde du développement. C'est-à-dire que, à quelque part, c'est une industrie qui joue, qui comprend la game, dans le fond, de l'appel d'offres gouvernemental, puis qui a instrumentalisé chirurgicalement la façon d'aller chercher ces mandats-là.
depuis des années et des années, au point où c'est devenu complètement une perte d'intérêt complet pour les petits joueurs d'essayer d'aller chercher ce genre de mandat-là. Pas parce qu'ils n'ont pas les capacités à la limite de livrer, parce qu'ultimement, ils pourraient avoir la capacité de livrer certains projets. Il y en a qui sont plus gros, peut-être qu'effectivement, des plus petites boîtes ne pourraient pas faire. Mais il y en a assurément des entreprises de moyenne taille ici à Québec qui auraient la capacité de se permettre d'aller chercher ces mandats-là, mais ils ne vont tout simplement pas parce que ce n'est plus rendu une game de qui va livrer le meilleur produit au meilleur coût, mais c'est qui va arriver avec la soumission la plus basse. C'est malheureux. Puis moi, je le dis et je le redis, je l'ai dit publiquement souvent même, puis je m'en cache pas. Il y a eu le scandale dans la construction. Ils vont le scandale SACLIC. Je pense que le scandale de SACLIC va peut-être ouvrir à ce qu'on comprenne que dans l'octroi de contrats informatiques numériques au Québec, il y a un très, très, très grand scandale aussi. Puis tu sais, je cherche pas juste à blâmer les 3 lettres. Je pense que le gouvernement, il y a une grosse part à prendre de la façon dont on octroie les contrats. Puis le feu ministre Kerr avait compris ça. On avait parlé, dans le fond, à un moment donné, en campagne, dans ses objectifs, d'éventuellement revoir le système d'appel d'offres, revoir les façons dont le gouvernement octroie les mandats. Malheureusement, ça ne sera pas venu avant son départ. Mais il faut que ça se fasse. Je veux dire, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tout le monde. Puis, il vient un moment où ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait des changements majeurs qui soient faits dans cette industrie-là parce que on regarde ça du coin de l'œil puis on fait comme tout le monde le sait, mais on dirait que personne est prêt à nommer puis à dire OK, non, mais là, arrêtons. Là, mais heureusement, là, on a un premier geste qui vient d'être fait. Parce que la CAQ, le Coalition de Québec, s'est ramassé un peu peinturé dans le coin avec le projet SACLIC. Parce qu'ils se sont fait dire hey, on voit dans les documentations que vous êtes au courant depuis un bout. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est on n'a pas le choix, il faut faire une commission d'enquête. T'sais. Donc là, on a une commission d'enquête officiellement qui va voir le jour sur le projet SACLIC, puis qui va peut-être permettre justement de démontrer qu'on a un besoin. Là. Il faut moderniser ça. Comme on a un super ministre en santé qui est en train d'essayer de moderniser la patente, peut-être que ça va nous prendre un super ministre dans le numérique qui va comme aller plus loin que de faire d'authentification, mettons, si je fais un petit retour sur un ancien podcast qu'on a fait ensemble, mais clairement, il faut qu'il y ait un tour de roue là, important qui soit donné là-dedans. Là. Puis tu sais, ça aussi, là, actuellement, le seul bout qui m'agace, c'est est-ce qu'on est sur une commission d'enquête parce que vraiment on veut aller au fond des choses ou est-ce qu'on veut se protéger des questions des journalistes parce que, tu sais, on est en enquête, on ne peut plus répondre, on n'a plus accès, on ne donne plus accès. Fait que, tu sais, j'ai très hâte de voir quelle va être la suite des choses dans ce projet-là. Mais assurément, il faut qu'il se passe de quoi. Et c'est des millions et des millions, probablement des milliards de dollars qui sont donnés par le gouvernement, les gouvernements. Puis là, on parle de Québec, mais on le sait aussi que ces patterns-là d'octroi de contrat à l'échelle fédérale probablement vivent un peu les mêmes problématiques. On a déjà penché à Phoenix. Oui, le système de paie du fédéral. Fait on le sait. Pourquoi est-ce que c'est une catastrophe, tout ce qui se fait en termes de transformation numérique, puis d'essayer de moderniser les systèmes, alors qu'ailleurs dans le monde, on réussit à le faire? Pourquoi nous, on est comme les Gaulois, là? C'est comme ici, ça ne marche pas, alors qu'il y a du talent, il y a plein de boîtes, il y a plein de gens qui sont très bons dans ce métier-là, mais ils ne peuvent pas être mis à contribution pour essayer de justement faire en sorte qu'on puisse passer à la prochaine vitesse, qu'on ne soit pas juste en rattrapage. Parce que j'ai comme l'impression qu'au Québec, au Canada, ici, on a bien beau, on en parlait souvent, on s'est dit, nous, on parle de tel truc, on est en train de juste dire, on va faire des formulaires avec nos services. Ah oui, cool. Mais tu regardes les autres gouvernements, tu regardes un peu ailleurs, ils sont déjà rendus là. Ils sont déjà une étape. On parle d'IA ici sur le bout des lèvres, là. On dit, OK, on va commencer à mettre des politiques pour que notre staff à l'interne puisse commencer à l'utiliser. Mais non, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut let's go, tu sais. On est souvent dans la lenteur un petit peu. Ça aussi, si tu me permets, dernière petite montée de lait.
ce qui m'attriste, puis ça, c'est pas un élément que personne ne pouvait prendre en considération, mais tout ce qui a été fait par rapport à SACLIC a été fait pré-AI. C'est vrai, ça. On n'est C'est vrai. pas chanceux. Non, mais tu sais, quand tu y penses, là, tu en as parlé, là, près de Ouais. 10 milliards de données. Ouais. C'est l'enjeu actuel, massivement, ça doit être de gérer ces données-là, d'être capable de fournir des réponses, etc. Ouais. Là, on a tout ça a été développé avant que l'AI Arrive, soit arrive. démocratisé. Fait que Ouais. Je serais curieux de voir aujourd'hui quelqu'un qui regarde ces specs-là, qui fait comme ouais, ben ça, on peut faire ça avec l'AI maintenant, puis ça va réduire considérablement la tâche, etc., etc. Fait que je pense qu'en plus, ce qui a été fait, malheureusement, là, en 2025, pourrait être grandement amélioré ou grandement Mis à jour. Là, mis à jour juste avec l'input de l'AI. C'est un giga bon point. Là. En 2017, ChatGPT n'est pas sorti encore. La démocratisation de tout ça n'est pas là. Le hype n'est pas là. Fait que demain matin, quelqu'un qui veut refaire ça, on efface les 5 dernières années, là, puis on repart jour zéro là, avec les technologies d'aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler. Très bonne question à ce niveau-là. Ouais. Puis je lisais tantôt, le bout te dit, tu sais, c'est la commission Charbonneau dans la construction. Là. Puis en ce moment, il y aurait, je viens de le voir passer, un appel à une enquête plus large. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, SPFQ, réclame une commission d'enquête approfondie sur la dépendance à la sous-traitance en informatique au sein de l'État québécois, suggérant une commission Charbonneau 2.0. Amen. Amen. Ça aurait bien du sens. Let's go. Allez-y, s'il vous plaît. Je pense que faut aller au fond des choses de ça. Puis c'est ce que ça prend pour brasser les colonnes du temple. Faisons-le, une fois pour toutes. Tu vas me dire, est-ce que la commission Charbonneau dans le monde de la construction a changé quelque chose? J'en ai aucune idée. Pour être très honnête. Est-ce que une commission d'enquête dans le monde des TI au Québec va changer quelque chose? J'en ai aucune idée non plus. Mais je pense que c'est important de le faire pareil. Tu vois, je prompt ChatGPT, je le ferai pas devant nos auditeurs, mais est-ce que la commission Charbonneau a changé les choses? C'est certain qu'il y a des choses qui ont été mises en place qui, inévitablement, ont changé les choses. Oui, mais sur le terrain, là, c'est ça. Mais concrètement, il y a des gens qui sont wise, qui vont réfléchir à ouais, mais ça, comment je peux contourner ça? Je peux-tu faire autrement, etc. Fait que, c'est comme dans n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une veille constante qui se fasse là-dessus pour voir qu'il y en a-tu déjà qui ont commencé à tricker le système puis à essayer de trouver déjà des nouveaux stratagèmes. Fait que c'est un travail qui se fait en continu. Faut pas juste faire comme on fait ça aux 10 ans, guys, on viendra voir comment c'est rendu. Mais bon, en même temps, l'appareil gouvernemental, il y a ses limites, là. Parce que si on donne autant de contrats en TI, c'est parce qu'on n'est pas assez attrayant pour en embaucher suffisamment pour venir travailler pour nous directement. C'est ça la réalité. Ah, ouais. Ce que je dis là, j'invente rien, c'est les mots de François Legault. C'est lui qui l'a dit. Il dit la réalité, c'est que on donne des contrats, on n'a pas le choix parce que on n'a pas la puissance pour être capable. Ben non. Fait que, au moins, il y a cette conscience-là, puis c'est correct, puis c'est vrai, la réalité. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, dans les promesses électorales, la CAQ, c'était ça, c'est nous, on veut appuyer massivement à ce que l'État puisse aller embaucher en informatique, puis aller chercher des talents, puis etc. Oui, mais attends, capitaine, là. Mettons là, qu'à Projet Casa, là, ils disent on fait ça in-house, on déploie le 630 millions, il y en a une bonne portion qui paye des salaires. S'ils ne sont pas capables de gérer les hosties de projet eux-mêmes, comment tu penses qu'ils vont être capables de gérer une équipe de développement pour le faire à l'interne? Dans ma tête à moi, que ce soit à l'interne ou à l'externe, si ta gestion de projet n'est pas sur le sens du monde, si tu ne sais pas où tu t'en vas et tu n'es pas bien guéri au départ, ça va donner un fiasco. Anyways, là. C'est sûr que le seul élément peut-être qui vient changer un peu cette donne-là, c'est l'élément de confiance. Moi, je me mets dans la peau d'un fonctionnaire, ça clique. J'ai des project managers externes, puis eux autres me disent ça va bien. Ah ouais, ça, on va trouver des solutions et tout ça. Fait que c'est quoi le niveau de confiance que ces gens-là ont envers le prestataire? Mettons, pour ne pas les nommer, c'est une compagnie de 3 lettres qui est grosse, qui a accès à des ressources, etc. Fait que toi, tu te dis, ils doivent savoir ce qu'ils font.
Alors que, tu sais, si tu le gères plus à l'interne, ben, tu sais, la personne que c'est sa job, elle sait que si ça chie tantôt, ben, elle fait partie de la liste de noms qui est présentée à la fin du show, là. C'est sûr. C'est sûr. J'ai comme feeling que ça les rend un petit peu plus imputables. Parce qu'après ça, c'est facile là, de se garocher à la balle. Puis de dire, ah oui, mais c'est parce que là, à l'interne, il y avait tel problème. Puis là, ah ben nous, tu sais, on nous a pas donné assez d'informations. Fait que c'était pas clair. Fait que là, c'est pour ça qu'on a des coûts supplémentaires. Fait que tu sais, dès qu'il y a une étape de plus, tu le sais, là, il y a des défis qui viennent avec ça. Tu sais. Fait que c'est complexe. C'est sûr que là, tout est fait, c'est facile de le voir, hein, tout ça, mais c'est incroyable comme situation pareille. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Heureusement, aujourd'hui, là, les choses semblent fonctionner, mais ça augure rien de bon sur hey, on continue à moderniser nos autres grands services. Le seul, peut-être, puis encore là, c'est pas un ministère, mais une gang qui ont bien réussi, dans le fond, c'est tous les portails des ministères. C'est québec.ca. Martin Boucher, d'ailleurs, je le salue. Ouais. Je pense que c'est le seul projet à date que j'ai vu au gouvernement qui touche beaucoup le public, qui est une belle réussite. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ça aller, mais dans le fond, eux autres, leur travail, là, c'est de convertir tous les sites des ministères pour venir les intégrer, dans le fond, dans la grande plateforme québec.ca. Donc, on est passé d'une approche où on avait plein de sites par ministère, chacun avait sa stack techno, leur équipe et tout, à non, on va unifier ça, on va avoir québec.ca, puis tu vas retrouver un guichet unique, un système qui est réfléchi et pensé, puis il revoit ça, puis il intègre ça. Je trouve que ça, on n'en a pas parlé assez là, encore, mais c'est un beau projet. Je pense que cette équipe-là peut être fière là, de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Puis c'est pas les mêmes ramifications, tu vas me dire, là, que SAQ, mais il faut quand même souligner les bons coups quand il y en a. Puis c'est une équipe interne. Oui, mais c'est quand même un projet d'envergure aussi. Là. Je veux dire, j'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est quand même, c'est pas de la petite job là, de rapatrier tous ces sites-là en un, puis c'est tout plein de ministères qui ont toute leur manière d'affaires. Fait que non, c'est un bon point. Ils ont commencé avec un certain nombre de ministères au début. Ils n'ont pas dit hey, on va tout embriquer tout le monde. Ils ont commencé tranquillement, un certain nombre de clients internes. Puis tranquillement, pas vite, ben, quand les autres ont vu qu'ils avaient fait une bonne job, parce qu'il y avait assurément de la friction à l'interne. Il y a sûrement des ministères qui ne voulaient pas lâcher prise nécessairement sur leur propre infra parce qu'ils disaient on n'est pas sûr. Ben, ils ont vu qu'ils ont fait un bon travail. Fait qu'après ça leur a pavé le chemin à dire OK, ben, on serait peut-être rendu là, on va embarquer dans votre affaire. Tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, ben, ils ont réussi à faire leur place puis à démontrer qu'ils étaient crédibles puis que ce qu'ils ont produit était chouette. Fait que moi là-dessus, d'un côté, même si je peux chialer, de ce côté-là, je les salue. Je trouve que ça a été un très beau travail. Il y a moyen de faire quelque chose qui fonctionne bien. Oui. Parfait. Ben écoute, on continue à garder les yeux là-dessus parce que clairement que la commission d'enquête est encore en cours. Fait que c'est sûr qu'on va en entendre parler. Fait qu'on va pouvoir vous donner un peu les dénouements de tout ça là, dans les prochains mois. Oui, totalement. On va essayer de faire peut-être un petit coucou sur des updates là-dessus, sur ce qui se passe ou comment ça évolue pour voir effectivement c'est quoi la tournure. Puis on se souhaite là, qu'on puisse peut-être ressortir de là avec des changements puis que ça soit positif pour tout le monde. Absolument. Cool. Ben, merci Joe. Je pense que ça fait un bon tour de roue de SAC-Clic qu'on vous tient au courant. Puis merci aux auditeurs fidèles d'être toujours là. Puis on se revoit dans un prochain épisode de Super. À bientôt. Yes. Salut.